Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de notre focus consacré à la région du Haut-Karabakh, une région aujourd'hui indépendante et peuplée uniquement d'Arméniens, mais qui à l'époque soviétique faisait partie de la République socialiste d'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan et l'Arménie se sont longtemps disputés le Haut-Karabakh, un conflit qui a tué des dizaines de milliers de personnes avant qu'un cessez-le-feu ne soit signé en 1994. L'ex-République de l'Azerbaïdjan s'apprête d'ailleurs à commémorer ce dimanche le 20e anniversaire de l'un des pires massacres de son histoire, celui de Khojaly, une ville située dans cette région du Haut-Karabakh. En une nuit, selon le gouvernement azerbaïdjanais, 613 civils ont été tués, dont 63 enfants et 106 femmes par des soldats arméniens. Un conflit qui a laissé des traces et qui aujourd'hui hante les Azerbaïdjanais comme les Arméniens. Et une reprise du conflit est à craindre. Alors nous en parlerons dans un instant avec le correspondant de RFI pour France 24 dans la région, Régis Ginté. Mais d'abord, je vous propose de regarder son reportage. Impossible d'oublier. Il neigeait cette nuit-là lorsque des soldats arméniens ont attaqué Khojaly, la ville où avait toujours vécu Matanat. Avec sa famille, elle a couru vers les bois pour se sauver. C'est là que son mari et leur fille de 8 ans ont été abattus. Tragédie similaire pour la belle-sœur de Matanat. Elle aussi a vu son mari et son fils tués par balle alors qu'ils fuyaient. Seule survivante de sa famille, sa fille, dont elle était enceinte à l'époque. Ces femmes nous disent qu'elles portent une profonde blessure qui ne pourra jamais se refermer. Même aujourd'hui, 20 ans après, on se souvient de tout comme si c'était hier. On ne pourra jamais oublier. Rien qu'en une journée, j'ai perdu toute ma famille. Anar, lui, avait 10 ans lorsqu'il a échappé au massacre. Il vient déposer des fleurs à ce monument qui commémore les amis, les parents et les camarades d'école qu'il a perdus. Aujourd'hui, il ne peut plus retourner dans sa ville natale qui se trouve en territoire contrôlé par les Arméniens. On a tout perdu. Nos parents, nos maisons, nos vies. Aujourd'hui, nous, les survivants de Khojaly, n'avons qu'un seul rêve. Celui que nous voulons voir se réaliser et qui nous enthousiasme. Retourner sur notre terre. 1 million de personnes ont tout laissé derrière, chassées par le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Nombreuses sont celles qui vivent encore comme des réfugiés. Depuis 20 ans, cette famille de 8 personnes vit dans une seule pièce, obligée de partager toilettes et cuisine avec 21 autres familles. Certains ici voudraient que l'Azerbaïdjan parte en guerre contre l'Arménie pour reconquérir leurs terres et leurs maisons. Et le gouvernement semble partager cet avis. Si l'Arménie ne comprend pas notre position, que pouvons-nous faire? La seule option qui nous reste est de libérer nos territoires, même s'il nous faut employer des moyens militaires. Nous avons le droit de libérer notre terre. Et ce type de rhétorique belliqueuse que l'on peut entendre du côté azerbaïdjanais comme du côté arménien laisse craindre un possible retour à la guerre. Il y a continuellement des tirs sur la ligne de front et pas de relations diplomatiques. Le processus de paix stagne. Les deux gouvernements se sont engagés dans une rhétorique belliqueuse et s'arment chaque jour un peu plus. Il y a un danger que des échauffourées finissent par échapper à tout contrôle et ainsi dégénère en un vrai conflit armé. Ceux qui ont presque tout perdu il y a 20 ans souffrent encore des ravages de ce conflit. Mais aujourd'hui, avec des armements encore plus sophistiqués des deux côtés de la ligne de front, un retour de la guerre pourrait avoir des conséquences encore plus dévastatrices pour la prochaine génération. Régis Ginté, bonjour. Alors nous venons de le voir dans votre reportage, les esprits s'échauffent. Dans quelle mesure les craintes d'une reprise de la guerre sont-elles justifiées ? Il semble qu'aucune des deux parties ne veuille la guerre en tant que telle. Mais il est vrai que l'on s'arme des deux côtés
surtout en Azerbaïdjan, parce que Bakou a beaucoup de rentrées d'argent grâce à ses importantes réserves d'hydrocarbures. Et l'Azerbaïdjan a considérablement augmenté son budget depuis 5 ans, son budget militaire, qui dépasse à lui seul le budget national total arménien. Cela dit, les observateurs de la région, les diplomates notamment, estiment qu'il s'agit moins de vouloir faire la guerre que de peser sur les négociations en cours. Les Azerbaïdjanais, en fait, se disent que, eux qui sont les perdants de ce conflit, se disent probablement qu'en s'armant beaucoup, ils seront plus forts à la table des négociations. Alors il faut savoir qu'une guerre aurait des conséquences imprévisibles et l'Azerbaïdjan prendrait le risque de ne plus pouvoir vendre son pétrole et son gaz, qui fait toute sa richesse et celle de ses dirigeants d'ailleurs. Et Bakou prendrait aussi un énorme risque en donnant à Moscou, qui est un acteur régional clé, la chance de reprendre un fort ascendant sur les destinées du pays, sur la destination de ces hydrocarbures qui pour le moment sont évacués par des tubes qui sont financés par l'Occident. Cela dit, les armes sont là à présent, donc on peut toujours craindre une reprise des hostilités, et depuis 1 an, les parties s'accusent mutuellement de provocation chaque jour ou presque. Il y a eu des morts même ces derniers mois, et le risque que la situation s'emballe à partir d'un incident banal finalement, qu'elle devienne finalement incontrôlable, eh bien ce risque est là. Et en ce qui concerne la population, que ce soit côté azerbaïdjanais ou côté arménien, est-ce qu'elle est prête à soutenir une guerre pour résoudre ce problème du Haut-Karabakh ? Depuis plus de 20 ans, les esprits sont en guerre, si j'ose dire. La haine demeure forte et j'ai pu encore m'en apercevoir voilà quelques semaines lors d'une rencontre où il y avait des gens un peu issus des deux côtés. Côté azerbaïdjanais, côté perdant, donc il y a près d'1 million de réfugiés de l'intérieur, comme on dit à Bakou. Ce sont des gens qui vivent dans des conditions très difficiles, malgré les pétrodollars qui pourtant coulent à flot en Azerbaïdjan. Il y a en quelque sorte une utilisation politique en fait de ceux-ci, comme souvent. Et les commémorations des massacres, comme celui dont nous avons parlé dans ce reportage, celui de Khojaly, eh bien font aussi partie de cette utilisation politique des deux côtés. Côté arménien, on en fait autant avec les pogroms anti-arméniens de février 88, ceux de la ville de Sumgait, près de Bakou, dans ce qui était alors la République soviétique d'Azerbaïdjan. Donc s'il y a une volonté de guerre, elle existe dans une partie de la population, mais c'est aussi parce que c'est entretenu. Cela dit, les malentendus, les différences historiques sont des réalités. En même temps, le Caucase du Sud est une région qui a connu son lot de conflits depuis 20 ans et les populations sont loin d'être fanatisées et ivres de revanche, je dirais. Alors Régis, que fait la communauté internationale pour éviter que ce conflit ne reprenne ? Elle marche sur des œufs parce que le conflit semble insolvable à ce jour. Les diplomates que nous rencontrons sur le terrain oscillent entre vagues d'espoir et désespoir profond, si j'ose dire. Ils veulent régulièrement croire ou bien faire croire que le conflit est sur le point de se régler. Il existe depuis 1992 un groupe dit de Minsk qui travaille sous l'égide de l'OSCE, qui est l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, et qui a pour mission d'encourager la recherche d'une résolution pacifique négociée entre Arménie et Azerbaïdjan. Et c'est un groupe qui est coprésidé par la France, les États-Unis et la Russie. Et malgré cette représentation qui est intéressante, parce qu'on a différentes parties qui, à divers titres, sont influentes dans la région, malgré cela, on n'a rien obtenu. Et comme nous le disions, la paix armée semble bien menacée ces derniers mois, et il y a eu quelques tentatives pour résoudre des problèmes contigus, comme la réouverture de la frontière turco-arménienne, mais cela n'a rien donné. Merci beaucoup Régis Ginté pour ce focus. Et c'est la fin de notre focus. Vous retrouvez tout de suite Pauline Paccard pour une nouvelle demi-heure d'information.
famille demande parfois quelques aménagements. Toyota Verso, plein de vie. En ce moment, le Toyota Verso Diesel Skyview suréquipé est à 19 990 € seulement.